Le reste du corps de Patrice Lumumba foulera la terre africaine. Deuxième partie, une brève carrière politique. Parler, c'était une fierté. C'était un sens de fierté puisque les Blancs nous avaient empêchés de parler. C'était la première fois que Noirs, dans ce pays, puissent prendre la parole ouvertement et dire ce qu'ils pensent. En présence du roi, Lumumba se rappelle d'un passé colonial douloureux. Il parle d'un holocauste qui a décimé la moitié de la population en quelques années. Il explique que 10 millions de Congolais sont morts pour permettre aux Belges de satisfaire leur appétit insatiable pour l'ivoire et le caoutchouc. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Lumumba est interrompu 8 fois par des applaudissements nourris. Son discours est ponctué de plusieurs ovations debout. Les effets du discours de Patrice Lumumba, le 30 juin 1960, jour d'indépendance du Congo, et retransmis par la radio, se firent rapidement sentir dans la population congolaise. Et c'est là que les Belges fêtaient la gifle aux Belges et au roi surtout. Et à ce moment-là, c'était terminé. Alors, on était tous en rang de lion et le roi nous a tous serré la main. Parce que lui partait, nous restions. Et c'était vraiment, ça faisait fin d'empire, que c'était la fin de quelque chose. Et tout le monde s'en est parfaitement rendu compte. Pour la première fois, les Belges comprennent qu'après l'indépendance et avec Patrice Lumumba au pouvoir, les choses ne seront plus comme avant. Ces propos furent interprétés comme anti-belges, alors que les fonctionnaires belges étaient encore présents à tous les échelons de l'administration congolaise, tout comme dans l'armée, en attendant la formation des premières promotions d'officiers congolais. En effet, l'armée congolaise était toujours dirigée par le général Émile Janssen et il avait écrit sur un tableau « Après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Tout était dit. Or, cela ne pouvait durer. Mon général, pourriez-vous me dire quel rôle, selon vous, la force publique pourrait être appelée à tenir sur la scène de la vie du nouvel État congolais? Le rôle futur de la force publique est exactement le rôle passé. La force publique a toujours défendu les frontières du Congo et la force publique a toujours maintenu la paix dans cet État. Le rôle nouveau reste tout à fait semblable au rôle passé. Donc, en réalité, vous ne voyez aucune scission avec le passé, c'est une réelle continuité, donc il n'y a aucun changement selon vous. Notre action actuelle et future est la prolongation de notre action dans le passé. Nous avons servi le vieil État indépendant de Léopold II, né en 1885. Nous avons défendu le Congo belge de 1908 et nous mettrons nos cœurs et nos bras à la disposition du nouvel État indépendant de 1960. Cette situation provoqua dans quelques casernes une révolte qui gagna des populations civiles, surtout dans la capitale Léopoldville. Des officiers et aussi des cadres belges de l'administration furent chassés, malmenés et quelques-uns furent tués. Durant ces émeutes, qui visaient les entreprises des Blancs, des pillages eurent lieu, des femmes européennes furent violées, etc. Dès lors, une grande majorité de cadres européens du gouvernement et des entreprises, et pas seulement les Belges, prirent la fuite avec leurs familles. Patrice Lumumba en profita pour évincer les officiers belges et décréta l'africanisation de l'armée tout en doublant le solde des soldats.
2 jours après le début des émeutes, dans l'espoir de rétablir l'ordre, Lumumba donne plus de pouvoir aux Africains au sein de l'armée. Il nomme Joseph Mobutu, un ami proche, chef d'état-major. Lumumba fait confiance à Mobutu, malgré sa collaboration passée avec les services secrets belges. La Belgique, jugeant qu'elle ne pouvait plus avoir confiance dans le gouvernement congolais et dans son armée pour rétablir la sécurité, répondit par l'envoi de troupes pour protéger ses ressortissants à Léopoldville, la capitale située dans le Bas-Congo, mais aussi dans d'autres régions. C'est notamment le cas au Katanga, riche région minière dominée par la puissante entreprise de l'Union minière du Haut-Katanga, où l'intervention belge favorisa la sécession de cette province menée par Moïse Kapenda Tshombe. Le 14 juillet, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité approuve l'envoi de troupes au Congo. Les casques bleus y arrivent moins de 48 heures plus tard, mais Tshombe, soutenu par la Belgique, leur refuse l'entrée au Katanga. Au cours du mois suivant, la Belgique ignore les résolutions des Nations Unies appelant au remplacement de ces troupes par celles de l'organisme international. La province du Cuivre, le Katanga, est le dernier bastion belge. Partout ailleurs, les soldats belges se sont retirés. Soutenu par les parachutistes belges, Tshombe proclame la sécession de la province du Katanga. La société minière belge paiera désormais ses impôts au nouvel État rebelle. Il n'y aurait pas eu de sécession sans les Belges. Les Belges étaient impliqués jusqu'au cou dans la sécession. En tout, 11 000 soldats belges furent acheminés au Congo en 10 jours, précédés par les troupes spéciales des paracommandos. Cette intervention militaire créa la surprise à l'étranger et encore plus en Afrique par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par la rapidité de ce déploiement militaire. C'est que la Belgique, membre de l'OTAN, disposait en Allemagne d'une zone militaire suréquipée s'étendant de la frontière belge au rideau de fer. L'état-major belge disposait de ce fait d'une panoplie de ressources militaires, en partie d'origine américaine, qui lui permit de déployer des avions de transport de troupes et même des navires de la marine de guerre qui bombardèrent des positions congolaises dans l'estuaire du fleuve Congo. Tout cela avec l'accord de l'OTAN qui autorisa en pleine guerre froide que fut dégarni le front belge d'Allemagne. C'est un véritable conflit qui menaçait d'éclater, ce qui provoqua l'internationalisation de l'affaire congolaise avec à l'ONU une condamnation par l'Union soviétique et des pays du tiers-monde qui voulurent soutenir Patrice Lumumba et ses partisans. Mais le 4 septembre 1960, le président Joseph Kasavubu annonça à la radio la révocation de son premier ministre ainsi que des ministres nationalistes. Il le remplaça le lendemain matin par Joseph Iléo. Toutefois, Patrice Lumumba déclara qu'il restera en fonction. Le Conseil des ministres et le Parlement lui votèrent une motion de maintien et à son tour, Lumumba révoqua le président Kasavubu sous l'accusation de haute trahison. En plus, il appela à Léopoldville une partie des troupes de l'armée nationale congolaise, ANC, stationnées à Stanleyville et au Kasaï. La Belgique espère que la sécession du Katanga affaiblira Lumumba. À Léopoldville, son ambassade commence à chercher un nouveau Premier ministre qui saura réunifier le Congo. Les Belges pensent à Justin Bomboko, un ministre du cabinet Lumumba qui leur est favorable. Bomboko était un instrument d'une fraction des colonialistes ou des impérialistes. Entre-temps, l'ONU vota l'intervention de troupes internationales dans le but de s'interposer entre les Belges et les Congolais de Joseph Kasavubu face aux partisans de Patrice Lumumba. Quel est le problème qui vous préoccupe le plus à l'heure actuelle en tant que président de la République? Le problème qui me préoccupe, c'est d'abord la question du chômage, parce que je mets à tout le monde dans ma tête. Il y a la question de l'enseignement, parce qu'il nous faut des professeurs pour démarrer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris de graves mesures, parce que le gouvernement à qui j'ai mis confiance en a abusé. Au lieu d'asseoir les gens, il les a fait tenir debout, pas tout le moment. Au lieu de commencer à étudier le problème important du pays, il ne s'occupe que des discours et des conférences de presse
mais cela, la population n'en a pas besoin. Mais le principal problème est qu'il faut absolument qu'on arrive à une solution. Il faut qu'on puisse résoudre la crise que nous connaissons actuellement. Nous ne pouvons pas laisser le pays dans la misère et dans la souffrance à cause des ambitions d'un seul homme. Est-ce que vous seriez prêt, malgré tout cela, dans le cadre d'une solution, à collaborer avec M. Lumumba? Oui. Il n'en est pas question. Lumumba ne peut pas prétendre avoir le monopole de diriger ce pays. Il ne peut pas prétendre être le plus capable et le plus apte pour diriger ce pays, et je crois que c'est plutôt le contraire qui est vrai. Oui. C'est un type qui, je m'excuse, n'est-ce pas, de l'expression, mais je suis bien obligé de l'employer. Il ment comme il respire, n'est-ce pas? Il ne recule devant aucun mensonge. Il n'est pas chef du gouvernement, il est revoqué, il reste revoqué. Lumumba est destitué et il ne réussira pas. Il y a beaucoup d'influences qui essayent de le remettre encore en selle, mais ils vont échouer lamentablement. Parce que nous, on n'est pas de la race à nous laisser faire. En tout cas, si jamais ils veulent replacer Lumumba dans son pouvoir, nous, les Baluba, on lui dressera une barrière telle qu'il sera obligé de massacrer jusqu'au dernier. Et je crois qu'alors le monde entier finira par se mouvoir et qu'on ne nous laissera pas mourir sans prendre notre défense. Et à ce moment se pose le problème de la seconde Corée au monde international et surtout à l'ONU de prendre ses responsabilités. C'est l'apparition de ce qu'on va appeler les casques bleus, ainsi nommés par la couleur de leur casque destiné à signaler ces militaires internationaux comme soldats de la paix. On n'a pas vu un danger dans les Nations Unies, d'autant plus qu'on nous a toujours dit dans les manuels d'histoire politique, l'ONU, ça prône la paix. On ne sait pas que l'ONU aussi dépend en partie des Occidentaux, et même pas tous les Occidentaux, puisque l'ONU a été créée à New York par les Américains. Cependant, un coup d'État soutenu par la CIA éclata à Léopoldville, par lequel Joseph Désiré Mobutu prit le pouvoir. Ex-militaire, mais aussi ancien journaliste dans la presse congolaise pro-belge, Mobutu a repris du service dans l'armée congolaise avec le titre de colonel. La télévision s'est admise auprès du commandant en chef de l'armée congolaise. Mon colonel, qui êtes-vous? Vous êtes le colonel Mobutu, mais encore. Je suis congolais, n'est-ce pas, originaire de la province de l'Équateur. Je suis né à Lissala, dans la même province, le 14 octobre 1930. Donc j'ai presque 30 ans. Mes études, je les ai commencées ici à Léopoldville pour les continuer à Coquetteville, à l'école moyenne des frères des écoles chrétiennes. Après mes études moyennes, j'ai été mobilisé, donc incorporé à la force publique pour un terme de 7 ans. J'ai passé 2 années à l'école des comptables dactylographes de Louloabourg. Ensuite, j'ai été attaché au quartier général de la force publique pendant 4 ans, ici à Léopoldville. À ma démobilisation, j'ai été engagé en qualité de journaliste à l'Avenir de Léopoldville, avant d'être nommé rédacteur en chef des actualités africaines. 2 ans et demi plus tard, j'ai représenté le même journal au congrès de la presse coloniale à Bruxelles dans le cadre de l'exposition internationale. 1 mois après, je suis retourné cette fois avec ma famille pour poursuivre mes études en Belgique. Je me suis inscrit à l'Institut supérieur d'études sociales. J'ai représenté en même temps le parti de M. Lumumba à la table ronde économique et sociale de Bruxelles. C'est à l'issue de cette conférence, n'est-ce pas, que j'ai été appelé au Congo pour préparer les dossiers économiques et financiers à l'intention du gouvernement congolais. 2 jours avant mon retour, n'est-ce pas, en Belgique, M. Lumumba m'a demandé de faire partie de son gouvernement. J'ai accepté parce que l'heure était décisive pour le pays. Pendant les mutineries de la force publique, on m'a demandé, en ma qualité d'ancien militaire, de passer à l'armée. J'ai accepté et j'y suis encore. Maintenant, mon colonel, comment voyez-vous l'avenir du Congo? Je suis optimiste
après, n'est-ce pas, ma révolution pacifique, qui est celle d'ailleurs de l'armée, et puis, comme vous le savez, j'ai été contacté, M. Kasavubu et Lumumba, pour voir, n'est-ce pas, quelle était la position de chacun. Maintenant, il y a une délégation de militaires, n'est-ce pas, qui est partie pour les 6 provinces, après avoir pris contact avec les 2 hommes d'État. Il est maintenant question, n'est-ce pas, d'organiser une grande table ronde politique qui réunira, n'est-ce pas, tous les grands leaders nationaux, puisque le problème qui se pose actuellement au pays n'est plus un problème qui concerne 2 hommes, mais plutôt un problème national. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il créa immédiatement le Collège des commissaires généraux, composé de Noirs compétents dans divers domaines, tels que le transport, l'économie, la politique, etc., chargés de gérer au plus pressé une situation chaotique. Il nous restait à découvrir les commissaires généraux, ces jeunes étudiants appelés par Mobutu à diriger le pays. Il nous a fallu chercher longtemps car ils ne dorment pas 2 fois de suite dans le même lieu. Nous en avons quand même interviewé 2 dans la cité indigène. Écoutez-les. Je crois qu'il n'est jamais arrivé dans aucun pays de vivre l'aventure que vous vivez maintenant. Mais c'est assez original comme aventure, mais je crois que nous étions dans l'obligation de trouver une solution originale, si vous voulez, pour pouvoir combler le vacuum politique dans lequel notre pays était plongé. Dites-moi, il y a 1 mois, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais un peu de tout, c'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai pris des contacts aux États-Unis, j'ai fait un stage aux Nations Unies, enfin j'ai voyagé un peu partout. J'ai même été à Elisabethville où j'ai travaillé avec Tchombe pour essayer de l'amener à la réconciliation avec le reste du pays. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, il y a 1 mois d'ici, j'étais en vacances. Mais maintenant, de vacances, on passe dans le travail et si pas ça du travail. Vous attendiez ni l'un ni l'autre à ce qui vous est arrivé il y a 1 mois? Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, on ne le souhaitait pas. À qui obéissez-vous? Nous travaillons en collège. N'est-ce pas? Nous travaillons en collège. Oui. Ce qui fait que nous devons d'abord nous entendre entre nous avant de prendre une décision. D'ailleurs, n'importe quel communiqué qui sort à la radio nationale doit d'abord être approuvé par tout le collège. Le moindre communiqué. Ce qui fait que nous obéissons à nous-mêmes. Et alors... C'est une direction collégiale. Une direction collégiale. Est-ce que vous êtes payé pour faire ce travail? Je dois dire que jusqu'à présent, nous ne sommes pas payés. Nous payons tout dans notre propre poche. Nous avons d'ailleurs décidé en conseil que nous n'aurons pas de traitement. Nous aurons seulement des indemnités. Et nous aurons des moyens de transport et nous pourrions également être logés. Nous espérons tout de même que nous serons indemnisés pour ne pas mourir de faim parce que nous devons absolument tenir le coup. Est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez faire quelque chose? Car je crois que c'est ça qui est important. Vous savez, jusqu'à présent, dans les services administratifs où nous sommes, ça a l'air de bien démarrer. Vous savez, pour le moment, le personnel, ils sont arrivés à un stade de mécontentement et... Ils sont saturés. Ils sont saturés, ils en avaient marre. Enfin, saturés par la politique. Par la politique. De tous côtés, du matin au soir, on entendait que ça, politique et politique. Et ces gens, à un instant, ils en avaient marre. Quand nous sommes arrivés, ils se sont dit, voilà, nous espérons que ces jeunes gens vont maintenant travailler. Nous pourrions aussi travailler. Et ils sont tous prêts à nous aider. Et l'entente est bonne, enfin, dans tous les services, elle est bonne. On sent que ça démarre, que les gens reprennent confiance. Oui, de toute façon, dans la situation où nous nous trouvons, nous avons tous le devoir d'espérer. Nous sommes arrivés à un tel point que l'espoir devient un devoir. Il faut absolument que nous tenions le coup, parce qu'il y a beaucoup de copains à la cité, des citoyens qui nous ont dit que si vraiment nous quittons, il n'y a plus rien qui reste. C'est-à-dire, ce qui fait que nous devons absolument assurer la transition. Et je crois par tous les moyens, je dirais même que nous ne sortirions du building administratif qu'un coup de baïonnette, sinon on ne sortira pas. Le 10 octobre 1960, Joseph Désiré Mobutu assigna à résidence Patrice Lumumba, Joseph Ileo et leurs ministres. Mais Lumumba fit passer en secret un mot d'ordre demandant à ses amis politiques de le rejoindre à Stanleyville où ils établirent un gouvernement clandestin
dirigé par Antoine Gizenga. Derrière ces barricades, le diable en personne. Le personnage dont tout le monde continue à avoir peur, Monsieur Lumumba, gardé par des soldats ghanéens de l'ONU. Monsieur Lumumba dont la fille joue tranquillement dans le parc avec des soldats grandeur nature. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kasavubu et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que celui de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Je ne comprends pas son jeu. Il se jugera lui-même. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Fin de la seconde partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.